Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est mon premier podcast, donc soyez indulgents. Je n'ai pas fait ça, je viens de la chaîne YouTube Titimite. Voilà, ce podcast est le fruit du palier des 100 abonnés que j'ai atteint sur la chaîne. Donc, soyez indulgents et sur ce, bon visionnage. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Fly, consacré à l'aviation, la simulation, que j'aime tout particulièrement. On va plus parler de l'aviation, avec l'histoire de l'aviation. Je vais vous expliquer un peu comment naît l'aviation. Ensuite, on va parler bien sûr de Airbus, de son histoire, de ses chiffres. Voilà, on va débattre un peu des chiffres et de son avenir. Parce que voilà, avec la crise, on sait très bien que Airbus s'est un peu effondré. Ensuite, nous allons parler de son concurrent Boeing. Pareil, l'histoire, ses chiffres et son avenir. Car comme vous le savez, Airbus, vous n'allez peut-être pas savoir, mais Boeing a été très très mal avec cette crise. Et ensuite, nous allons parler de la technologie, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a à peu près à dire sur la technologie dans les avions, autour des avions, dans l'aviation en général. Pareil, on va parler un peu de tout, on va parler de le système de bord, l'histoire, tout ça, les avis et tout ça. Et ensuite, je vais vous parler d'une toute autre partie qui a encore un rapport avec l'aviation. C'est les jeux Flight Simulator 2020. Donc comme vous le savez, il y a depuis un an maintenant le jeu Flight Simulator 2020 qui est sorti. Je vais vous parler de son histoire. Voilà, comme ça vous pourrez savoir comment est né le jeu et l'histoire de ce jeu. Je vais vous dire déjà c'est quoi MFS. Et on va parler de son avenir, de la vie, de mon avis et des add-ons. On va parler aussi du matériel parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources et donc on va devoir parler du matériel. Voilà. Je vais vous dire selon moi qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir un minimum profiter du jeu. Et la troisième partie, ce sera une partie qui n'a rien à voir avec l'aviation, donc si vous êtes là pour l'aviation, vous pourrez quitter. Mais voilà, on va parler, mais ça me tenait à cœur, en lien avec ma chaîne YouTube, j'en fais beaucoup. C'est des jeux de simulation, voilà. On va parler entre autres de Bus Simulator 18, pas du 21, mais à l'époque où au moment où je tourne, au moment où j'ai réfléchi à faire ça, il n'y avait pas encore le 21. Et on va parler je vais parler un peu de tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est les jeux de simulation, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme jeu de simulation. Ensuite, je vais vous parler de Bus Simulator 18. Voilà, selon moi, pourquoi c'est un bon jeu. Voilà, pourquoi c'est un bon jeu. Et je vais vous parler aussi du matériel. Pour un jeu de simulation, qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour bien pouvoir jouer. Et ensuite, une dernière petite partie qui sûrement va pas vous plaire, mais je voulais quand même un petit peu en parler à la fin du podcast. C'est Fortnite, voilà, un autre jeu, Fortnite. Voilà, comme vous le savez, Fortnite, il y a beaucoup de gens qui y jouent plus. Et du coup, je vais en parler, je vais dire pourquoi il y en a plus, pourquoi le pour et le contre que les gens y jouent plus. Et pourquoi moi, je n'y joue plus. Et c'est on est parti pour le premier sujet de ce podcast. L'aviation. Donc l'aviation, c'est divisé en 6 parties. La première, c'est l'époque des précurseurs, voilà, vers la fin du XVIIIe siècle. Voilà, il y a le début de la conquête de l'air, voilà. Fin du XVIIIe siècle, il commence à avoir un peu d'aviation. Il y en a quelques inventeurs qui commencent à inventer. Il commence à avoir le début de l'aérostation, de développement de l'aérostation, avec de nombreux vols planés. En gros, les gens, il y a des grands ingénieurs à l'époque, mais pour nous c'est rien, à ce qu'on a maintenant, qui font des petits prototypes en s'inspirant surtout de modèles des oiseaux. Ils essayer de faire un truc avec des ailes accrochées au bras, ou des trucs comme ça, plein de nombreux vols planés, dont il y en a un célèbre qui a battu un record à l'époque, mais je ne sais plus le nom maintenant. Et après, il y a la deuxième période, c'est les pionniers du plus lourd que l'air. En gros, je m'explique. Il commence à y avoir des premiers vols de vrais engins à moteur, parce qu'avant il y avait un petit peu d'engins à moteur, mais c'était pas vraiment des vrais engins à moteur, qu'un moteur. Là, il commence à avoir tu sens qu'il y a les gens, les inventeurs ont compris le système et veulent aller plus loin en mettant un moteur pour pouvoir faire des plus longs vols. Et du coup, ils commencent à inventer ça, des premiers gros vrais moteurs, engins à moteur, avec l'essence, avec n'importe quel truc.
Et vu que c'est des petits prototypes, le record est souvent battu, souvent rebattu, et ainsi de suite. Et tout ça est fait par comme je l'ai dit, par des aventuriers ou des concepteurs, des gens des inventeurs, voilà. La troisième période, c'est la Première Guerre mondiale. Comme vous le savez, Première Guerre mondiale a révolutionné l'invention, a révolutionné l'aviation. Du coup, après quelques années, il y a un changement brutal de la production en série. C'est-à-dire que les gens ils faisaient avant que des petits prototypes. Et là, pendant la Première Guerre, les armées se sont dit on va utiliser ces petits prototypes et on va leur demander d'en faire plein pour pouvoir être au-dessus de nos adversaires. Du coup, ils commencent à se mettre à produire des milliers d'exemplaires, des milliers, plein. Et ils commencent à avoir une reconnaissance du métier de pilote. Parce que vu qu'il y en a plein qui produisent plein d'avions, il faut aussi plein de pilotes d'avions. Et du coup, ils commencent à avoir le métier d'avion, de pilote, commence à apparaître avec des formations, des gens qui se forment pour pouvoir piloter, des soldats qui se forment pour pouvoir piloter ces avions pendant la guerre. La quatrième période, c'est l'entre-deux-guerres, donc entre la première et la deuxième guerre. Il y a de nombreux pilotes et la première guerre, elle est finie. Et là, on se retrouve avec plein de pilotes et plein d'appareils, parce qu'on en avait fourni plein pendant la guerre, qui ne servent plus à rien, enfin qui sont sur le marché, qui sont là, ils attendent. Et c'est pour ça qu'arrive le début du transport aérien commercial, parce qu'on se dit, on n'en a plus besoin, ils sont là, alors on va leur trouver un autre sous-métier, on va dire. Mais d'abord, il faut savoir que le transport aérien commercial était d'abord le courrier. Il n'y avait pas tout de suite des passagers. C'était d'abord le courrier, pour le courrier, l'aéropostale. Ensuite, pas loin après, il y a la création des armes aériennes dans certains pays. Du coup, il y a certains pays qui se disent, nous, on va prendre exemple sur la Première Guerre, et on va aussi demander des avions pour notre pays, pour avoir notre propre armée de notre pays, avec nos propres avions propres à notre pays. Va ensuite la Seconde Guerre mondiale, avec la cinquième période, c'est la Seconde Guerre mondiale, avec l'utilisation de l'aviation sur les champs de bataille. Donc là, ils savaient qu'à la Première Guerre, ça avait marché, leur système d'avion, sauf que les ennemis aussi, les autres avaient aussi anticipé et s'étaient construit une armée de l'air. Comme j'ai dit tout avant, dans certains pays, mais beaucoup de pays, ils ont eu une armée de l'air à partir de l'entre-deux-guerres. Et du coup, il y avait beaucoup de batailles d'avions, beaucoup d'avions sur les champs de bataille. Et c'est en même temps, du coup, l'apogée de l'avion à moteur à piston et à hélice. En gros, je m'explique. Pendant la guerre, il y avait plein d'avions qui s'abattaient. Et du coup, il y avait c'était l'apogée, il y avait beaucoup, l'aviation était à son maximum, c'était la révolution du siècle. Et du coup, fin de la guerre, naissance du moteur à réaction, voilà. À la fin, ils étaient tellement chauds, les gens qui faisaient l'aviation était tellement à son apogée que ils ont réussi à créer, directement à la fin de la guerre, en même temps que la guerre, il y en a qui ont réussi à développer les premiers moteurs à réaction. C'est pas les moteurs qu'on connaît maintenant, mais c'est des moteurs qui sont déjà à peu près pas mal, qui remplissent à peu près les mêmes fonctions de base que des moteurs qu'on a actuellement. Et il y a aussi la naissance du radar. Voilà. Les radars aériens, pas les radars... les radars aériens, c'est-à-dire les radars de contrôle, c'est-à-dire les premiers contrôles avec radar. Parce qu'avant, c'était du contrôle visuel, ou je sais même pas s'il y avait du contrôle avant. Aussi, pendant la Première Guerre... après la Deuxième Guerre mondiale, il y a le début, du coup. Ils étaient encore super chauds, les gens qui ont fait ça. Et ils se sont dit, on va créer notre propre... on a créé le transport aérien commercial de courrier. Et du coup, ils étaient tellement chauds, leur cerveau était tellement plein d'idées
qui se sont dit on va débuter le transport aérien commercial régulier qui peut franchir des conditions météorologiques. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, grâce au radar, grâce aux techniques des moteurs à réaction, plus les radars et plus d'autres techniques, ils arrivaient maintenant à traverser des nuages. Aujourd'hui c'est bidon, mais à l'époque, traverser des nuages, c'était super dur. Parce que j'en ai moi-même la preuve, parce que j'ai volé plusieurs fois sur Piper PA28, PA38 aussi. Et oui, le nuage c'est stressant. Si tu vois pas le sol, tu vois pas le sol, tu vois pas le ciel. Heureusement que tu as le réseau artificiel, parce que sinon tu vois rien du tout. C'est vraiment une horreur. Et du coup, eux, grâce à toutes les technologies, ils ont pu franchir les conditions météorologiques et fournir des vols réguliers. Parce qu'avant, c'était que en fonction de la météo, c'était pas régulier. Là, grâce à ça, ils peuvent faire des vols beaucoup plus réguliers. Et entre-temps, le développement du réacteur continue. Il continue, leur cerveau il est toujours en chaud bouillant. Il continue. Et c'est ce on appellera ça l'ère du jet. Voilà, je trouve ça stylé. L'ère du jet, c'est stylé comme nom. Et l'ère du jet, c'est en gros, c'est toute l'ère du développement massif du moteur en réaction. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ère du jet. Et ensuite, un peu plus tard, il y a le début des premiers avions supersoniques avec le Concorde. On est vers 1980, je pense, 1980. Et on a le début des avions à réaction, des avions supersoniques. Malheureusement, le Concorde va s'arrêter en 2004 avec un crash. Même si on peut encore visiter le Concorde, mais le Concorde ne vole plus. Et même ça coûtait trop cher en carburant. Mais on essaie de reconstruire des avions à réaction beaucoup plus écologiques et beaucoup plus sécurisés. Donc, c'est pas l'abri que dans plusieurs dizaines d'années, on voit des avions supersoniques réapparaître. La version 2 d'un Concorde, le Concorde du futur. Et enfin, un peu après, il y a le début des premiers avions à quadriréacteurs. À quadriréacteurs, pardon. Je m'explique, c'est les avions à 4 réacteurs. Comme je vous l'ai dit, les réacteurs, les moteurs à réaction, ce qu'on appelle les réacteurs, sont c'est l'ère du jet, c'est à son apogée, là, ils sont super chauds, et ils étaient tellement chauds qu'ils se sont dit on va mettre 4 réacteurs pour aller encore plus vite et pour aller encore plus loin. Et du coup, ils ont créé les premiers avions à 4 réacteurs, ce qu'on appelle des quadriréacteurs. Des triréacteurs, c'est à 3 réacteurs, et des biréacteurs, c'est à 2 réacteurs. Et monoréacteur, c'est un réacteur, mais ça n'existe pas. C'est monohélice, mais voilà. Et donc un exemple, Boeing 747, je crois que c'est un des premiers avions à quadriréacteurs, et c'est toujours un des plus vendus au monde. Il y a beaucoup d'avions de 747 dans le monde. Et voilà, j'espère que l'histoire de l'aviation vous aura plu. C'est pas fini, ce podcast n'est pas fini. Mais voilà, j'espère que vous en avez appris plus sur l'histoire de l'aviation. Et maintenant, on est parti directement pour Airbus. Voilà, je vais vous expliquer maintenant Airbus. Voilà, je vais vous expliquer je vais détailler les deux grands constructeurs, la bataille entre les deux grands constructeurs, Airbus et Boeing. On va commencer par Airbus, voilà. Du coup, Airbus, d'abord, c'est un consortium par des fabricants européens, c'est-à-dire que c'est vers fin 1960, c'est très très jeune, Airbus, par rapport à Boeing. Pour un ordre d'idée, quand Airbus a été né, Boeing sortait leur 747. Pour la première version de leur 747. Pour vous dire que, voilà, Airbus a quand même fait une très grosse remontée pour arriver à rattraper Boeing. Du coup, je disais que Airbus c'était d'abord un consortium par des fabricants européens, parce que Airbus c'est toujours des fabricants européens. Les pièces viennent de chaque pays, un pays, et sont assemblées à Toulouse pour certaines personnes. Et pour d'autres avions, je sais pas si c'est un autre endroit. Et ils sortent en 1972, donc c'est-à-dire 12 ans après leur date, on va dire, environ de sortie. Ils sortent leur premier avion, la 300, Airbus 300, si vous voulez. B c'est pour Boeing, B747 on dit.
Et ils ont une gamme d'avions qui va entre la 318 et la 380, qui est le plus gros avion, qui est le concurrent du 747, mais qui n'est plus en... qui a été livré, il est plus en production. Le dernier avion est parti il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Il est parti fin août. Fin août, début septembre, je crois. Vers là. Il est parti d'usine. Alors que le 747 est encore en production. Pour vous dire que le 747 est vraiment un gros avion avec beaucoup de points positifs. Il y en a des négatifs, hein, mais il a été très apprécié. Et puis il commence à dater. Il est sorti, comme je vous ai dit, en même temps que Boeing. En même temps que la naissance d'Airbus. Environ, hein, mais pas un jour près. Du coup, je vais vous citer, il y a un peu, entre la 318 et la 380, on a la 318, 319, à 320, 321, à 330, 340, à 350, mon petit bébé, et à la 380, et je sais pas, tous les petits prototypes de 300 à 310 et 300 machin. Je sais de ceux qui sont qui sont les plus connus, on va dire, voilà. Et ils vendent aussi du jet et du fret. Voilà. La 340, c'est essentiellement un avion de fret. Ensuite, c'est pour vous dire pour vous dire pourquoi c'est Airbus a réussi à remonter la pente et se caler quasiment au même niveau que Boeing. C'est grâce à son A320, dont il a été le premier à avoir. C'est eux qui ont été les premiers à mettre des commandes de vol électriques. C'est-à-dire que avant, c'était des commandes de vol manuelles, c'est-à-dire que tu tires sur le manche et ça actionne un système pour l'idée avec des trucs, et la queue arrière se lève. Là, commande électrique, c'est-à-dire que tu tires le manche de l'avion, ça passe par des ordinateurs, c'est pour ça électrique, ça passe par des ordinateurs et ça actionne la gouverne à l'arrière. Et ça a révolutionné parce que avant, tu pouvais pas. Il y avait une force monumentale, il fallait tirer une force monumentale pour comme la direction assistée sur les voitures. Là, c'est pareil, on va dire c'est à peu près pareil. C'est une direction assistée pour les avions, on va dire. Et ça a permis, entre autres, de rajouter toutes les technologies grâce à ça. Il y a eu plein de technologies. Vu que ça passe par des ordinateurs, tu peux programmer un système qui empêche que le pilote puisse tirer trop sur le manche ou des choses comme ça, qui ont permis de beaucoup plus renforcer la sécurité aérienne. Et j'ai oublié de vous dire, mais il y avait aussi, pour la plupart des avions, une gamme, Airbus ont sorti une gamme Neo, un peu après. Ils ont continué à produire à réfléchir à des versions Neo d'avions qui n'en ont pas encore. Il y a la 318. La 318, je sais pas. Attendez. Je sais plus si la 318 Neo elle existe, je pense pas. La 319, il n'y a pas. 319 Neo aussi, il est en production. 320 Neo, il est en production. La 321 Neo, il est en production. La 330 Neo, il est en production. 340 Neo, il est en production. 350 Neo, il n'existe pas. Et à 380 Neo, il n'existe pas. Neo, ça veut dire nouveau, en latin. Et c'est des moteurs moins gourmands en carburant. C'est-à-dire que ça change beaucoup, c'est surtout sur les moteurs et la distance avec la gamme Neo d'un avion. 320 et la 320 Neo. La 320 Neo consommera moins de carburant pour un même trajet et pourra aller plus loin. Il pourra aller plus loin vu qu'il consomme moins. Et il y a une gamme encore au-dessus qui est réservée à la 321. Il y a la 321, la 321 Neo qui, comme je vous l'ai dit, consomme moins et peut aller plus loin. Et la 321 LR, c'est-à-dire long range, c'est-à-dire longue distance. C'est-à-dire qu'il peut aller, il consommera toujours la même distance, la même truc, enfin il consommera toujours le même pourcentage de carburant au litre, enfin au kilomètre, mais il pourra aller plus loin. Et il y a le A321 XLR, Extreme Long Range, qui peut aller encore plus loin que le LR. C'est-à-dire que pour aller quasiment partout dans le monde, quasiment. Parlons maintenant des chiffres. Airbus, en 2013, a produit 626 avions
sur un total de 1503 commandes, c'est énorme. En 2017, ils battent un record, c'est leur premier record et ça restera toujours leur premier record, avec 688 avions. La même année, en fait, le record, c'est la plus grosse commande de l'histoire de l'aviation. C'est Indigo qui la place, la compagnie Indigo, avec 330 avions A320 Neo. Ils ont commandé 330 A320 Neo, pour un total de 50 milliards de dollars, ce qui est énorme. Je n'ai pas calculé en euros, si je vous disais. En 2018, il y a une alliance avec Bombardier, un constructeur américain, le ERG. Si vous tapez Bombardier, ERJ, machin, enfin vous tapez Bombardier, vous trouverez sur des avions moyens courriers produits en Amérique. Et il dévoile la famille A220, voilà, une nouvelle petite famille d'avions. C'est pas A300, c'est pas A3, il n'y a pas de 3, c'est A2, A220, avec Bombardier, dont dans cette famille il y aura la 220-100 et la 220-300. Je m'explique, la 220, il est beaucoup plus, il est dans des matériaux et alliages beaucoup plus légers, du coup il consomme beaucoup moins, les moteurs seront améliorés, produisant moins de bruit, et il peut aller plus loin comme le Neo en fait. C'est une version Neo mais sans Neo, avec encore plus de fonctionnalités. Et la différence entre le 100 et 300, c'est que la différence entre la 220-100 et la 220-300, c'est la taille. C'est comme la 350, il y a la 350-900 et la 350-1000. C'est la taille de l'avion. Vous pourrez aller voir sur le site d'Airbus, il est très bien fait le site d'Airbus. Moi je vous explique juste comme ça dans ce podcast, je vous explique pas tout dans les détails parce qu'il y en a plein qui sont pas experts en aviation. Mais après ce podcast, ils les connaîtront beaucoup mieux. Ensuite, on va parler de l'avenir, voilà, parce qu'il y a eu quand même un gros choc avec le Covid-19. Alors, je tourne il y a eu les moyens courriers, alors je tourne cette vidéo, enfin, ce podcast. Les moyens courriers reprendront en 2023 entre 2023 et 2025. Et les longs courriers encore plus longtemps, on n'a pas vraiment de date précise. Pour vous dire comme quoi la crise a détruit l'aviation, mais elle n'a pas tué, elle a détruit, mais elle n'a pas tué parce que les jeunes pilotes sont là, ils vont rattraper tout. Et même les pilotes, l'aviation ne sera jamais morte. Ok ? On trouvera toujours des solutions. Et le patron d'Airbus, je cite, qu'il a dit que tant que la pandémie n'est pas maîtrisée, il sera malhonnête de faire des prévisions. C'est pour ça que je vous dis que le long courrier, il n'y a pas de prédiction. C'est écrit juste mis. Je vous dis que c'est plus longtemps. On ne sait pas encore. Mais tant qu'elle ne sera pas finie, réellement, ils ne peuvent pas vraiment dire de prédiction. Voilà. Et voilà. Et vous, que pensez-vous de l'avenir de Boeing, d'Airbus? Voilà, vous pouvez me dire. Qu'est-ce que vous pensez, comment vous pensez que Airbus va évoluer dans l'avenir? Et dans combien de temps les longs courriers reprendront le marché? Voilà, dites-moi si vous avez une prédiction. Si vous pensez qu'il va reprendre en 2045 ou en 2026, vous me le dites. Vous n'hésitez pas à y répondre. N'hésitez pas à y répondre via mon Instagram, titimi-officiel. Vous me mettez un petit message privé et ça me ferait extrêmement plaisir. Et mon YouTube, parce que ce podcast sera aussi sur YouTube en commentaire. Vous pouvez mettre le petit commentaire avec la question. Voilà, maintenant on va parler de son concurrent Boeing. Voilà, Boeing qui est une société anglaise qui est née le 15 juillet 1916. Voilà, c'est beaucoup plus vieux que Airbus. C'est pour ça que je vous dis que Airbus est beaucoup plus jeune par rapport à Boeing. Au début, c'est créé par les deux frères William Boeing et George Conrad Westerweight. Pardon, j'ai dit c'est comme une crotte. Au début, il la baptise B et W pour William Boeing and Western. C'est leurs deux noms de famille. En fait. C'est comme moi, Tituan et Noé, voilà. TM, voilà, c'est B et W. Puis ça se renommera Pacific Aero Products et enfin Boeing Airplane Company. Il y avait plusieurs noms, je vais vous expliquer pourquoi il y a tous ces noms. D'abord, il y a la première commande de Boeing en 1917. Ensuite, ils produisent 50 hydravions d'entraînement modèle C.
C'est-à-dire que au début, ils ne créaient pas tout de suite des avions énormes. Ils ont d'abord produit des petits avions, parce qu'à cette époque-là, en 1916, on était encore avant la guerre. Et avant la guerre, je vous ai dit qu'ils produisaient des petits avions, ils étaient dans l'apogée des petits avions, des avions à moteur, dont les hydravions. C'est pour ça qu'ils ont produit 50 hydravions d'entraînement modèle C. Ensuite, il créa Boeing Air Transport pour les transports aériens. Pendant la première guerre, Boeing a dû être coupé en plusieurs morceaux à cause d'une loi qui l'interdisait de produire, vendre et de faire plusieurs commerces en même temps. Du coup, ils ont divisé en plusieurs trucs. Ils ont fait Boeing Air Transport pour le transport aérien. Et pendant la première année, ils transportent 2000 passagers à l'aide d'hydravions, pas encore d'avions assez modernes. Ensuite, il y a 1934, c'est devenu une grande entreprise, ça devient une grande entreprise. On est passé de 1917 à 1934. Entre-temps, ils ont bien évolué. Ils font des avions, des moteurs, du courrier et du passager. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une loi qui va arriver qui interdit de faire tout ça en même temps par les mêmes compagnies. Et du coup, il la scinde en plusieurs trucs, en plusieurs catégories. Boeing Air Transport pour le transport de passagers à l'époque, qui va se renommer United Airlines, qu'on connaît actuellement, pour les passagers. United Aircraft pour la fabrication à l'est des États-Unis. Et Boeing Airplane Company, fabricant à l'ouest, c'est-à-dire le côté qui fait face à nous, le côté qui fait face à l'Atlantique, de notre côté en fait. C'est pour ça que nous on a beaucoup de Boeing et pas de United Aircraft. On connaît moins, je suis sûre que vous connaissez moins United Aircraft, moi aussi, et je suis étonnée. Pendant la Deuxième Guerre, ils construisent encore plus de bombardiers, pas la marque Bombardier que je vous ai parlé tout à l'heure, des bombardiers, c'est-à-dire des avions qui bombardent avec des bombes, voilà. Ils produisent encore plus comme je vous avais expliqué. Ils avaient besoin comme je vous avais expliqué, pour l'histoire de l'aviation, il y a eu beaucoup d'avions qui ont été produits, dont des bombardiers par Boeing, par Boeing Airplane Company et United Aircraft, qui sont à la base de la même compagnie. Ensuite, je vais vous parler de la gamme. Donc, comme Airbus, le Boeing, ça va du Boeing 707 au Boeing 787. Entre-temps, il y a le 707, le 717, le 727, le 720, le 727, le 737, le 747, le plus gros avion concurrent de la 380, le 757 qui est a priori qui est majoritairement du fret, le 767 acheté en grande quantité par Icelandair, le 777 qui est un des plus gros, des pionniers en termes d'avion dans l'aviation. C'est vraiment l'avion, tout le monde le connaît, c'est vraiment c'est le messie de l'aviation, comme on dit. Et le 787 Dreamliner, le dernier, le plus beau, je trouve quand même, il est quand même stylé, mais c'est pas mon préféré. Et comme Airbus, ils produisent du fret et de l'affaire, des jets d'affaires. Maintenant, parlons un peu des chiffres. En 1999, ils ont vendu 602 appareils. En 1904, les ventes baissent parce que dû à Airbus, qui est en train de faire son arrivée. Boeing, ils voient ça, ils voient leur vente baisser, ils se disent c'est pas bien, non, c'est pas bien ça, il faut revenir. Du coup, les ventes baissent avec 285 avions, ce qui est pas mal, dépassés du coup par Airbus, la même année. En 2005, ils battent leur record ils annoncent que cette année qu'il y aura 1005 commandes, dont 569 Boeing 737, qui est un des avions les plus vendus, 235 Boeing 787 et 154 Boeing 777, qui est quand même pas mal.
Et ensuite, le problème c'est qu'il va être encore redépassé par Airbus d'une cinquantaine d'appareils la même année. Airbus annonce une commande de 50 appareils en plus que Boeing. Ce qui montre que Airbus arrive là et ils ont frappé Boeing. Et Boeing n'était pas prêt, je pense. Parlons du chiffre d'affaires en 2005. 5 milliards de dollars, 2,66 milliards de dollars de bénéfices, ce qui est quand même pas mal. Succès pour le Boeing 787 à la fin de 2005, avec 291 commandes. Depuis 1905, à Boeing, on emploie plus de 245 000 employés et le salaire annuel de Boeing tournerait entre plus ou moins 45 000 dollars jusqu'à 217 000 dollars, ce qui est quand même assez beaucoup, enfin qui est quand même relativement beaucoup. Comme Airbus, on va parler de l'avenir. Boeing a pris encore plus de choc dû à ce Covid-19. Ils ont presque pas réussi à passer la crise. Ils ont presque fait faillite. Pour quand même une entreprise qui était quand même assez solide sur ses appuis. Ça se voit que la crise a bien bouleversé Boeing. Boeing annonce, comme Airbus, Boeing annonce: nous sommes convaincus que l'aviation commerciale et de la défense surmonteront ce défi, retrouveront leur stabilité et sortiront renforcés de cette épreuve. C'est comme je vous avais dit, l'aviation ne sera pas morte. Et même, je trouve que cette phrase est bien parce que ça résume bien l'aviation. Elle ne sera pas morte et en plus, elle va rebondir après et être encore plus forte. Et c'est Mark Allen qui l'a déployé. Comme Airbus, les moyens courriers reviendront de Boeing en 2023, vers 2023 et 2025 à la normale. Et les longs courriers, comme Boeing, on ne sait pas, c'est dans plus longtemps. Et vous, que pensez-vous de l'avenir de Boeing par rapport à Airbus ? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de Boeing ? Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous croyez aussi que Boeing allait faire faillite ? Et pensez-vous que Boeing va réussir à surmonter ces épreuves ? C'est-à-dire que vous pensez que Boeing peut faire faillite, aurait pu faire faillite grâce à cause de cette pandémie. Donc n'hésitez pas à me répondre via mon Instagram en titimide-du-bas officiel et mon YouTube titimide. Et maintenant on va faire une comparaison. Maintenant que je vous ai expliqué, vous en connaissez plus sur Boeing et Airbus. Je vais vous faire une comparaison, mon point de vue et mon avis sur Boeing et Airbus. Entre Boeing, le match entre Boeing et Airbus, de quel côté je suis. Déjà Airbus, c'est une jeune entreprise par rapport à Boeing. Ça a beaucoup de technologie, comme on l'a vu, c'est les premiers à avoir mis des commandes de vol électriques et ce sera sûrement les premiers, je pense, à mettre d'autres technologies. Et le problème, c'est la 380. La 380 a été un gros fléau pour l'aviation. Ça a fait très très mal à tout le monde. Ils ont détruit, ça a alourdi. Comme ils disent, Airbus, ils citent que c'était un échec économique. Parce que par rapport au 747, c'était une défaite totale. Le 380 a été vendu, mais par rapport au 747, le 747 l'a écrasé à plate couture. Moi, je préfère la 380, je le trouve plus léger. Et il est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de technologie, parce que c'est un double pont sur toute la longueur. C'est beaucoup plus de technologie, je trouve, par rapport à 747. Il y en a quand même pas mal, mais je trouve que voilà, ça nécessite. Il y a beaucoup plus d'avantages à la 380, je trouve, moi, de mon point de vue. Et Boeing, l'avantage, c'est très très grand. C'est connu du monde entier, par exemple. Dans les pays d'Afrique et tout ça, ils connaissaient Airbus, et il y en a qui connaissaient pas Boeing, il y en a qui connaissaient Boeing, mais pas Airbus. Voilà. Et le point négatif de Boeing, c'est le Covid-19, la fragilité qu'a eu Boeing pour surmonter ça. C'était avec Airbus qui était à la hausse et la Covid, je crois que Boeing était à sec. Et il y a eu beaucoup d'accidents. Je sais pas si vous savez, mais il y a eu plus d'accidents Boeing que Airbus. Après, le Boeing est plus vieux.
Vous allez me dire, ouais, mais Boeing est plus vieux. Mais il y a eu beaucoup d'accidents avec Boeing, dont le MH370, dont deux 737 MAX, il n'y a pas longtemps, un Lyon, un de la petite Lyon, de la compagnie Lyon, et un autre de la compagnie, je sais plus quelle compagnie. Et tous, et il y en a plein, c'était en Asie et en Chine. Vers le Japon, la Chine, l'Asie. C'est beaucoup à cet endroit-là qu'il y a beaucoup d'accidents Boeing. Et aussi en États-Unis, je les compte pas, mais il y en a quand même pas mal des accidents Boeing. C'est ce qui fait que ça fragilise encore plus leur réputation, tu vois. Les Boeing 737-800 Max, 900 Max, ils ont été cloués au sol jusqu'à maintenant, là, je crois ils ont pu revoler un petit peu, mais un petit peu, quoi. Alors que ça date de pas mal de temps. Mais parce qu'il y a eu 2 crashs à cause du MCAS. Cette sale bip de MCAS, vraiment, c'est vraiment le pire truc. Parce que ça possède l'avion. L'avion que tu étais en avion est possédé. Et voilà, moi je préfère Airbus. Franchement, le cockpit est plus... Ils font des cockpits plus simplistes, plus... Tu regardes la 320 Neo, le cockpit, je le connais par cœur comme ma poche. Le 747, le 737, un peu moins. Et je trouve que c'est moins lisible. Voilà. Après, il y a des points positifs à Airbus. À Boeing, j'en trouverais sans problème. Mais voilà. Du coup, moi, à mon avis, sur papier, parce que voilà, je vais vous raconter un peu ma vie, je préfère Airbus, mais Boeing aussi. Enfin, j'aime aussi Boeing. Les deux doivent trouver un arrangement, selon moi, pour avancer ensemble et non l'un contre l'autre. Pas forcément se mettre ensemble, mais trouver des arrangements pour que chacun puisse avancer se consacrer à leur mission de base, inventer les avions de demain. Et vous, qui préférez-vous entre Airbus et Boeing? Voilà. Que pensez-vous de chacun des deux? Voilà, vous pouvez me dire votre avis en quelques phrases de chacun des deux. Et n'hésitez pas donc à me répondre via mon Instagram titimite-officiel et mon YouTube titimite. Et maintenant, on va parler de la technologie. Voilà, de la technologie qu'il y a dans les avions. Déjà, je vais vous faire une description. Ceux qui ne connaissent pas beaucoup en avion. Qu'est-ce que c'est un avion, déjà? Un avion, c'est d'abord un fuselage qui est au milieu, là où il y a l'habitacle, c'est le corps de l'avion. Ensuite, il y a les ailes, c'est-à-dire que c'est ce qui permet que l'avion vole avec les winglets. Les winglets, c'est un peu plus compliqué, c'est ce qu'il y a au bout des ailes qui a été inventé pour diminuer les turbulences quand un avion passe. L'air, il y a des tourbillons dans l'air, et pour les diminuer, on a mis on appelle ça des winglets. Et ça passe, c'est les écolettes, je sais pas si vous voyez, il y a l'aile, et au bout ça remonte un peu, il y a des petites bords qui remontent au bout de l'aile. Et ben c'est ça les winglets, voilà. Ensuite il y a le moteur, enfin il y a le ou les moteurs sous les ailes qui permettent de propulser l'avion. Il y a les volets ou flaps, moi je préfère dire flaps, on dit plus flaps en termes d'aviation, mais on peut appeler ça des volets en français, qui sont sur les ailes, qui permettent d'augmenter la portance. C'est-à-dire qu'une fois il y a des ailes d'avion, ça fonctionne sur un système d'air qui circule. C'est-à-dire que l'aile, elle est bombée sur le dessus, ce qui permet à l'air qui passe au-dessus, elle va faire un plus grand chemin, du coup elle va plus vite. Oui, elle va plus vite, et du coup l'aile est aspirée vers le haut. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, ça marchera très bien. Et du coup, les volets, c'est pour étendre cette aile, pour encore plus être aérodynamique, enfin pour pouvoir, quand on arrive proche d'un aéroport, pouvoir réduire au maximum la vitesse et pouvoir atterrir sur une plus petite distance pour pas décrocher, pour pas que l'avion il tombe comme une feuille. On déploie des extensions d'ailes, on va dire comme ça, qui permettent on appelle ça des volets, des extensions d'ailes, qui permettent d'agrandir la voilure de l'avion. Ensuite, on a la dérive, c'est sur l'arrière de l'avion. C'est la queue avec le logo, quand il y a une compagnie,
qui achètent un avion, souvent ils mettent le logo sur la dérive. C'est la grande queue arrière verticale. Et ce qui permet de diriger l'avion sur un axe Z. Attendez. Un axe de rotation, voilà, pardon. Un axe de rotation. Quand il roule au sol, un avion, ça tourne pas avec le guidon, avec le volant, avec le joystick. Ça tourne avec les pédales à ses pieds et ça fait bouger la queue à l'arrière et ça permet de tourner. Ensuite, il y a la gouverne de profondeur, c'est-à-dire que c'est sous la dérive, c'est perpendiculaire à la dérive, c'est ce qui permet de descendre ou monter. Avec les commandes de vol électriques, tu tires sur le manche, ça cadre vers l'avant, la dérive, et l'avion il monte. Et tu le pousses, ça cadre vers l'avant, et ça, il descend. L'arrière, il monte. Chaque appareil a plus ou moins le même positionnement relatif. Hein. Voilà, ça peut changer. Ensuite, la technologie sur les avions, enfin la technologie pure et dure, maintenant que vous savez expliquer, vous connaissez les différentes parties d'un avion, depuis le début, il y a des contraintes dues à l'aviation. Des contraintes, c'est des critères qu'on doit à chaque fois améliorer. Il y a d'abord la simplicité de réalisation. En fait, c'est les points de base qu'on essaie de réduire un maximum, qu'on essaie d'augmenter ou réduire un maximum pour que ce soit mieux. Voilà, que ça soit meilleur, l'avion soit meilleur, de meilleure qualité, beaucoup mieux. Il y a la simplicité de réalisation, c'est-à-dire la simplicité avec laquelle on réalise l'avion. Il ne faut pas que ce soit un avion trop compliqué pour qu'on puisse le réaliser en usine et que ça prenne pas trop, les délais de livraison ne soient pas énormes. Voilà. Ensuite, il y a la diminution de la masse due à des matériaux plus légers, entre autres grâce, comme je vous l'ai dit, à la 220 d'Airbus et Bombardier, que j'avais dit que c'était en matériaux composites, si vous vous rappelez, au début du podcast. Et ben voilà, plus un avion léger, plus moins il consommera du coup de carburant pour avancer, et du coup plus c'est mieux pour l'environnement. Il y a aussi la diminution de la traînée, c'est ce que je vous avais dit. La traînée, c'est l'équivalent des turbulences. C'est grâce aux winglets, entre autres, et grâce à certains dispositifs qui permettent de réduire, dû au moteur, dans les moteurs, des dispositifs qui permettent de régler justement, diminuer les traînées. C'est les sillons de vent, voilà. C'est les courants de vent que laisse un avion derrière lui. Une augmentation des performances, entre autres, de la fiabilité, c'est-à-dire qu'un avion, plus il est fiable, mieux c'est. Une économie d'énergie, due à la diminution de la masse, au réacteur plus performant et moins coûteux en carburant, et de pollution, due à moins de carburant, à des diminutions de masse, tout est relié à peu près, et une sécurité, surtout ça c'est le point important, que certaines compagnies, que certains constructeurs, dont Airbus et Boeing, ont fait un peu abstraction avec le M4 par exemple, et c'est un point à ne pas négliger. L'aviation, c'est le moyen de transport le plus sûr. Il n'y a pas plus sûr dans l'aviation. Voilà, je voulais le dire, hein, vous avez plus de chances de mourir en prenant la voiture sur le chemin de l'aéroport que de prendre l'avion. Pour un ordre d'idée, il y a plus ou moins un crash tous les 100 millions d'heures de vol. 100 millions d'heures de vol, 1 million d'heures de vol, plus ou moins 100 millions d'heures de vol. Voilà. Un crash ou 2 crashs ou 10 crashs sur les 100 millions d'heures de vol. Vous vivez pas 100 millions d'heures. C'est impossible. Vous n'avez pas le temps de prendre l'avion 100 millions d'heures durant votre vie. C'est énorme. Du coup, c'est rien. 100 millions d'heures entre 1 et 10 crashs crash pas forcément mortels. Hein. Faut savoir que dans les crashs, la plupart des crashs, dans la plupart des crashs, les passagers sont sains et saufs. Enfin, sont pas morts. Il n'y a pas de passagers morts. Pas les passagers sont pas morts. Donc voilà, c'est pour vous dire que arrêtez de stresser. Ne stressez pas pour prendre l'avion. C'est le moyen de transport le plus sûr.
arrêtez de regarder la veille des films d'horreur avec des crashs d'avion, parce que ça date il y a longtemps, ça date avant, où l'aviation était moins sécurisée. Et maintenant, l'aviation est super sécurisée, et encore maintenant, il y a des améliorations dues par exemple aux commandes de vol électriques, aux winglets, à tous ces dispositifs de technologie qui permettent maintenant à l'avion d'être super sécurisé. Ça pollue, mais c'est hyper sécurisé. Pour vous dire que le président, il a un avion privé. Tous les présidents ont des avions privés parce que c'est hyper sécurisé. Hyper. Et même pour eux, il n'y aura pas d'attentat. Il n'y aura pas de gens qui vont dérailler le train, par exemple. Là, c'est en l'air. Tu peux pas lui tirer dessus. C'est chaud, quoi. À 32 000 pieds, à 10 km d'altitude, c'est chaud de tirer avec un fusil sur le président à travers un hublot. Voilà. Surtout à plus de 800 km/h. Ensuite, dans l'avion, les technologies dans l'avion. Je vous ai parlé des commandes électriques avec la A320 d'Airbus. L'autopilote, voilà. L'autopilote, c'est dans l'avion, dans le cockpit. C'est ce qu'on appelle c'est qui remplace le pilote. L'autopilote, enfin, il remplace pas le pilote. Il aide le pilote. C'est-à-dire que l'autopilote, c'est comme... tu entres une altitude, tu rentres dans l'avion, tu rentres une altitude, il va suivre cette altitude. Après, il y a une sorte de grosse calculatrice, que je vais vous détailler après, qui permet aussi de faire ça. Tu rentres une vitesse, il va garder cette vitesse. Tu lui donnes un cap, une direction, il va garder cette direction. Et comme ça permet, pendant les vols transatlantiques et les longs vols, de ne pas devoir piloter l'avion tout le temps et d'être à fond concentré tout le temps sur l'avion, sur le pilotage de l'avion. Et ça a permis à l'avion d'être moins perturbé par les turbulences, par de nuages, les phénomènes météorologiques. Vu que c'est un autopilote, il est beaucoup plus sensible que l'humain. Dès qu'il y a un petit bouge, hop, il rectifie un tout petit peu. Il est super sensible. L'ordinateur calcule tout le temps une direction adaptée et recalcule en temps réel, tout le temps. Sur un vol de 1 heure, il calcule pendant 1 heure, toutes les secondes quasiment. Il recalcule à chaque fois la trajectoire. Ensuite, le MCDU ou FMC sur Boeing. MCDU, ça veut dire Multifunctional Control Display Unit, et FMC, c'est Flight Manager Computer. Je préfère à la traduction, je préfère FMC, mais moi je suis plus pour Airbus, du coup je dis plus MCDU. Du coup, prenez comme exemple une grosse calculatrice qui se trouve quand on est assis dans sa pilote cockpit. C'est au niveau du genou droit si vous êtes commandant et genou gauche si vous êtes officier pilote de ligne, copilote. C'est une grosse calculatrice. C'est le cerveau, c'est là que tu rentres toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'avion. C'est là que tu rentres les informations dans l'ordinateur de l'avion, l'ordinateur de bord. Tu entres ta destination, comme dans un GPS en fait, voilà. C'est un gros GPS, très très performant, très très poussé. Est-ce que tu peux rentrer le vent, tu peux rentrer tous tes points, toute ta route, t'entres tes altitudes, t'entres plein de choses. Je vais pas rentrer dans les détails sinon je vais vous perdre. Ensuite nous avons l'APU, c'est Auxiliary Power Unit, ou unité de puissance auxiliaire. L'APU, c'est le troisième moteur. Voilà, ça va paraître bizarre, mais il y a un troisième moteur sur un avion. Il se trouve à l'arrière de l'avion. C'est quand vous montez dans les Ryanair ou dans les avions low cost, où vous prenez pas par une passerelle, où vous allez dehors, ceux qui ont déjà pris l'avion, c'est le truc qui fait super beaucoup de bruit. Quand vous allez dehors près d'un avion, ça fait du bruit. On est bien d'accord. Eh ben c'est pas forcément les moteurs. Les moteurs, quand vous allez près de l'avion, ils sont éteints. Faut pas croire que vous marchez que les moteurs sont allumés. Les moteurs, ils sont coupés. C'est hyper dangereux. Les moteurs, y a personne autour de l'avion quand il y a les moteurs allumés. Le troisième moteur, on appelle ça l'APU,
c'est l'unité de puissance auxiliaire. C'est quand les moteurs sont coupés, c'est ce moteur-là qui fournit l'électricité pour avoir la lumière, l'air conditionné, tout ça. Une fois que tout le monde est dedans, les passagers, ils allument les moteurs et ils coupent la PU parce qu'on n'en a plus besoin. C'est un petit moteur secondaire qui permet de relayer les moteurs quand ils sont éteints. Et il permet d'être plus sécurisé. Ça permet d'avoir une plus grande sécurité pour éviter qu'il y ait des passagers qui se fassent envoyer. Enfin, pour éviter qu'il y ait des accidents avec le moteur, ce qui est quand même ballot. Et il y a les sons pitot. Voilà, ça c'est un peu plus technique, ceux qui s'y connaissent pas trop vont avoir un peu de mal. En gros, c'est les sondes qui sont externes à l'avion. Et ça donne les informations sur la vitesse de l'avion, l'attitude de l'avion, vous voulez plein de trucs, toutes les informations qu'il y a dans le cockpit, plus ou moins, il y en a plein qui sont captées à l'extérieur de l'avion. Il y a des altimètres, plein de trucs comme ça, plein de capteurs, et on appelle ça des sondes pitot. Voilà, et ça permet aussi de calculer la température, la météo, enfin tous ces trucs-là, des radars, des tout. Et il y a aussi ce qu'on appelle et ces sondes, elles sont beaucoup plus technologiques, il y a beaucoup plus de technologie dans ces sondes qu'avant. Avant, il y avait pas de les sondes n'étaient pas réchauffées, ce qui a entraîné le crash du vol Air France Rio-Paris. Parce que il faisait froid, les sondes ont gelé, du coup les informations étaient fausses, les pilotes croyaient qu'ils étaient en train de descendre, sauf qu'ils ne descendaient pas, ils ont tiré le manche, au bout d'un moment l'avion, ils comprenaient plus rien, ils tiraient sur le manche, eux ils voyaient que c'était stable, enfin ils étaient stables alors qu'ils montaient, et à un moment donné, il n'y avait plus assez de poussée, et l'avion il s'est cabré, enfin il a décroché, il est tombé dans la mer. Et depuis ce jour-là, on a mis il y a des boutons dans l'avion qui permettent de réchauffer les sondes pitot, les sondes de l'avion. Comme ça, elles sont pas gelées, elles se dégèlent et elles refonctionnent, elles sont refiables. Et puis maintenant il n'y a plus une seule sonde, il y en a plusieurs. Et avant d'afficher l'information, l'ordinateur calcule en fonction des différentes informations. S'il y en a une qui est bizarre mais qui est pas pareille que l'autre, il se dit c'est bizarre, attention, il y a une alerte qui est retentée un peu dans l'avion. Enfin, il y a une alerte dans l'avion qui dit attention, il y a une sonde plutôt qui fonctionne pas comme les autres, enfin, qui est différente qui est différente. Mon avis sur la technologie, elle est bien, mais elle va évoluer dans l'avenir, ça c'est sûr. Elle va évoluer. La technologie évoluera encore beaucoup, comme tout le reste de l'aviation. Il y a beaucoup, voilà, l'aviation c'est de la technologie qui évolue, qui devient plus fiable, comme je vous ai dit. Tous les points au début que je vous ai cités, avec la simplicité, la diminution de la masse, tout ça, c'est tout ça qui va évoluer, qui va devenir plus ou moins, qui va augmenter ou diminuer selon que c'est bien ou pas. Et vous, que saviez-vous de la technologie des avions avant de regarder ce podcast ? Ah ouais, parce que sinon là vous y connaissez beaucoup, vous êtes quasiment capable de piloter un avion. Si je vous expliquais allume ça, ou ça va me dire, si je vous dis allume, bouge la gouverne de direction, bam, vous savez grâce à ce podcast que vous savez ce que c'est. Si je vous demande d'allumer la PU, vous savez ce que c'est la PU. Voilà, si je vous demande de réchauffer les sondes pitot parce qu'il fait un peu froid, hop, vous savez ce que c'était, vous savez ce que c'est. Que pensez-vous de la technologie des avions ? Voilà, que pensez-vous si vous trouvez que c'est pas assez, c'est bien, ou c'est que comme moi, vous pensez que ça va évoluer. N'hésitez pas donc à me répondre via mon Instagram, titimite-du-bas officiel, je me répète, et mon YouTube, titimite. Voilà, on a fini pour le gros de la première partie de ce podcast. Maintenant, on va parler de MFS 2020, Flight Simulator 2020. Voilà, je vais parler de l'histoire d'abord de ce jeu. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un logiciel de simulation développé par Microsoft Windows. Voilà, ceux qui ont fait Windows, Microsoft. À l'époque, ils faisaient un peu des logiciels. Développé par Bruce Hartwig en 1977. 1977, c'est pas si vieux. En 1982, ils vendent leur première licence. Bruce Waite
Wertic, vend sa première licence de son jeu à Microsoft. Parce que Microsoft, ils étaient pas chauds de vendre des logiciels tiers qui étaient fabriqués par des gens. Ils aimaient pas trop ça. Ils aimaient pas trop ça. Ils trouvaient ça pas... Voilà, ils voulaient créer... Ils avaient un but, c'est faire leur système d'exploitation. Mais ils ont accepté. Ils l'ont acheté, le logiciel diffusé par... était distribué à l'époque par Microsoft Windows. Et toujours distribué par Microsoft. Et en 2000, ils sortent leur version professionnelle. Ils sortent la version professionnelle. Entre temps, il y a plein de versions du jeu. Hein. Mais en 2000, il y a une version. À chaque version du jeu, on peut choisir la version. On peut choisir le jeu en professionnel ou normal. Avec l'arrivée de FSX, Flight Simulator 10 ou FSX, il va arriver une double ou même une triple édition, voilà, standard, professionnel ou de luxe, on appelle ça. C'est professionnel. Le professionnel va être remplacé par le de luxe. Donc il y aura deux éditions à chaque FSX, standard et de luxe, avec des fonctionnalités plus poussées mais plus chères. En 2020, le jeu FS 2020 arrivera après plus de 10 ans d'inactivité et sera produit par Asobo et Dovotel Games. Dovotel Games, c'est ceux qui font les Train Simulator, ceux qui connaissent. Et voilà, c'est une grande c'est assez connu. Et c'est eux qui ont fait les choix des... il y a plusieurs partenaires, hein, il y a plusieurs petites entreprises. Hein. Ceux qui ont fait les designs des bâtiments, il y a plus, je sais plus comment ils s'appellent. Mais c'est Asobo et Dovotel, ceux qui sont très connus, voilà, qui ont fait le jeu. L'historique, je vais juste vous dire l'historique des versions. En 1982, il y a Microsoft Flight Simulator 1.0, la première version du jeu, la première version publique, grand public du jeu. En 1983, FS Flight Simulator 2.0. En 1988, Flight Simulator 3.0. 1989, le 4.0. En 1993, 5.0. En 1995, le 5.1. Pour l'instant, c'est toujours le même jeu. Hein. Je sais que vous tapez Flight Simulator 1.0, vous regarderez, ça n'a aucun rapport avec celui de 2020. La différence, au premier, c'était pixelisé, quoi. C'était un avion, c'est un avion Lego, mais c'est un avion Minecraft. Voilà. C'est vraiment, en 1982, avoir un simulateur d'avion, c'était révolutionnaire, quoi. Il fallait avoir un PC de compétition. Et même maintenant, il faut encore avoir un PC de compétition. Mon PC, il est quand même assez puissant. Il faut quand même avoir un PC de compétition. En 1996, il y a FS95. Comprenez, essayez pas de comprendre pourquoi FS95 alors que c'est un 96. En 1997, il y a FS98. Toujours la même chose, essayez pas de comprendre. En 1999, il y a FS200, dans 2000, pardon, qui sort. En 2001, FS 2002. En 2003, FS 2004. En 2006, FSX. Et en 2020, FS 2020. Voilà. Et du coup, c'est quoi au juste Flight Simulator? C'est un simulateur, comme j'ai dit, réaliste, vendu comme un jeu vidéo. C'est ça qui est bizarre, c'est que c'est un simulateur, c'est fait pour simuler un avion, mais ce qui fait que c'est vendu comme un jeu vidéo, c'est que, par exemple, X-Plane ou FSX, X-Plane ou P3D, t'es obligé de faire, d'y connaître en aviation. Si t'as juste le jeu, tu dois t'y connaître en aviation. Flight Simulator, avec le 2020, il y a des cours, il y a des apprentissages dans le jeu, dans la rubrique apprentissage, il y a plein. Si tu suis tous les trucs, tu peux apprendre à piloter un petit avion facilement. C'est pour ça que ça s'appelle un jeu vidéo et pas un simulateur. C'est un simulateur jeu vidéo. Moi j'appelle ça un simulateur parce que mon usage, pour moi, c'est un simulateur. Si tu fais, il permet, si tu fais avec des applications auxiliaires comme je vous en parlais après les add-ons. Je vais parler des add-ons après, mais tu peux créer toi-même
peux faire toi-même, tu peux faire un vol très réaliste avec tous les add-ons de MFS qui sont disponibles. Après un an, il y a déjà pas une grosse communauté, plein d'add-ons qui sont sortis, qui vont sortir. Voilà, je vous en parlais juste après, attendez, dans 2 secondes. Mon avis, c'est que c'est un très bon jeu, mais très gourmand en ressources. Déjà beaucoup d'add-ons, ça c'est vraiment bien. Mais c'est très gourmand par rapport à P3D et Explain. Si vous n'avez pas un bon PC, pas un PC de compétition, prenez Explain ou P3D. Si vous y connaissez en aviation et que vous n'avez pas un PC de bâtard super énorme, enfin, si vous n'avez pas un PC énervé qui peut faire tourner Flight Simulator 2020, prenez Explain ou P3D. Mais il faut s'y connaître, quoi. Parce qu'il n'y a pas de tutoriel dans le jeu, il faut regarder des tutoriels, c'est chaud. Mais si vous avez un bon PC et que vous voulez apprendre, FS 2020, ça sera bien. Et ça, du coup, ça nécessite... ça nécessite aussi un bon matériel, pas de clavier. Ceux qui jouent à clavier, qui achètent FS 2001 et qui essayent d'apprendre l'aviation et jouer avec un clavier souris, c'est mort. Vous pourrez pas. C'est un clavier souris, c'est on-off. Un avion, c'est pas un on-off. La gouverne direction, moi j'ai un joystick, j'ai un X56, un Otas X56, qui coûte, ma foi, super cher, mais moi j'ai une utilisation assez intensive, enfin, j'ai une utilisation régulière, du coup, ça va. Mais pour quelqu'un qui débute, achetez pas un joystick Otas X56. Achetez une manette, ça fera. Vous avez une manette qui traîne, vous pouvez l'utiliser. Ça sera déjà beaucoup mieux pour apprendre que jouer avec un clavier. Impossible. Si quelqu'un me demande en DM, est-ce que tu peux m'apprendre à piloter un truc, est-ce qu'on pourrait planifier des petits cours ensemble, et que je lui demande c'est quoi ton matériel pour y jouer, il me dit clavier, je lui dis non, mais tu peux acheter, prends juste une manette, les gars. Une manette, ça coûte rien. Même si tu en as une vieille dans les combles, dans ton grenier, prends-la. Ça pourra déjà être beaucoup mieux qu'un clavier souris. Il faut qu'il y ait un joystick à la manette. Hein. Il faut qu'il y ait pas un pad. Mais une manette de Xbox ou de... Ça fera Logitech, une manette Logitech, ça fera une manette Xbox, ça coûte pas cher. Voilà. Prenez pas cher avec un truc. Et après, c'est que vous trouvez que vous commencez à maîtriser et que vous avez envie de continuer. Là, vous pourrez investir dans peut-être un joystick. Des premiers joysticks sont à 100€, peut-être. Et moi, 350, 500€. Ouais, 500€ le joystick X56. 350, entre 300 et 500. Maintenant, je vais parler des add-ons. On reparlera du matériel après, mais des add-ons. Le gros point de ce jeu, il y a une grande communauté par rapport à la date de sortie du jeu. Ça fait à peine 1 an que le jeu est sorti. Il a fait c'est 1 an, cet été, voilà. On peut applaudir MFS, voilà. On peut applaudir Flight Simulator de ces 1 an. Il y en a beaucoup qui critiquent le jeu, mais moi je le trouve bien. Explain c'est bien, Flight Simulator c'est bien, mais si vous voulez encore plus pour l'instant à ce stade, si vous voulez beaucoup d'autres avions, vous voulez du Boeing, vous voulez faire des vols ultra réalistes, vous voulez pas que vous fassiez faire n'importe quoi avec un avion, vous le retournez, vous le crachez au sol, vous faites n'importe quoi, et que vous voulez vraiment du réalisme avec un Boeing, prenez Explain, voilà. Mais si vous voulez faire du vol VFR et IFR, mais vous aimez beaucoup visiter la région, voir des monuments, prenez Flight Simulator pour ce graphisme. Encore une fois, si vous avez un bon PC. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'add-ons. Il y a le plus connu Fly-by-Wire, qui est une entreprise qui a développé un A320 Neo, parce que l'A320 de base, c'est une grosse reproche que je fais à Airbus. À Flight Simulator, c'est ils ont développé les graphismes de leur jeu au maximum, quasiment. Mais leur avion, il est à chier.
leur A320 il était à chier. Juste le jeu de base, c'est pas un simulateur. C'est pour ça qu'ils appellent ça un jeu vidéo. Et c'est dans la catégorie jeux vidéo. Mais avec un add-on, avec l'add-on Fly-by-Wire amélioré, c'est un vrai avion. C'est un vrai avion avec des vraies fonctionnalités qui marchent. Dans celui de base, il y a quasiment la moitié qui est pas utilisée, qu'on peut pas utiliser. Il y a aussi un A380 qui est développé par Fly-by-Wire qui devrait arriver d'ici Noël. Mais encore une fois, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Il y a PMP, le projet Megapack, qui ont sorti un A320 T1 qui est volable, qui est pas aussi détaillé qui est mieux que la 320 de base, mais qui est pas aussi détaillé que la 320 Neo, mais on peut voler dessus. Il est largement podable. Et un A330, même si maintenant il y a un autre A330 qui est sorti, je ne sais plus par qui, un A330 900 Neo, qui est mieux, enfin qui est plus stylé, qui est mieux. Mais même si leur sien est bien aussi, mais moi je préfère PMP, j'utilise beaucoup, j'utilise que leur A321 et pas la 330 parce que j'en ai un autre, du coup j'utilise l'autre qui est mieux. Et il y a le Boeing 737, ils vont faire un Boeing 737, ils sont en train de le faire, mais ils ont dit qu'il allait pas être bien. Du coup voilà, ça donne pas envie de le télécharger. Enfin voilà, mais je le prendrai quand même pour le tester, voilà. Et Digital Flight Dynamic Flight Digital ou Digital Flight Dynamic. Ils développent un A350 mon petit bébé. J'attends que ça qui sorte, leur A350. Ils ont montré des images, il a l'air incroyable. J'ai vraiment hâte qu'ils le sortent, leur A350. Comme eux aussi, d'ici fin 2021, début 2022. En fait, d'ici début 2022, il va y avoir plein d'add-ons, beaucoup plus de gratuits que de payants, c'est ça qui est bien. Mais après, il y en a plein de payants qui vont arriver comme ça, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à les voir. Et souvent, les payants sont mieux que les gratuits, même si je dis ça, je dis rien. Flyby-Wire, c'est gratuit et c'est vraiment bien. Et il y en a plein d'autres encore que j'ai pas cités, hein, voilà. Carinado qui est payant, qui est sur PA28, PA44. Il y a plein d'avions maintenant, il commence à y avoir pas mal d'avions sur le jeu. Il y a aussi PMP il y a aussi PMDG, qui c'est le nom, PMDG, qui est le leader des simulateurs ultra réalistes sur P3D Explain, qui vont sortir apparemment, ils sont en train de réfléchir pour sortir le 777, 747 et 737 en version MFS, super réaliste. Bon, ça coûterait une blinde. Le 747 de P3 il coûte 149€. Avec les. Voilà, mais c'est l'avion et il coûte 30€ le 737 sur P3D. Ils ont déjà sorti un DC6 qui est incroyable. Et voilà, j'attends que ça, qu'ils sortent ça. J'attends la 350, j'attends la 380. J'attends un Boeing, en fait. J'attends un Boeing mieux que le 747 pour pouvoir voler dessus et apprendre à voler sur Boeing. Voilà, je voudrais voler sur Boeing. Du coup, il y a aussi beaucoup d'add-ons de villes et d'aéroports qui sont disponibles dans la boutique de jeux. Il y a FlightSim.to, voilà. Ensuite, maintenant, je vais vous parler du matériel parce que là, il faut que j'avance un peu parce que je fais que ça de parler. Ça fait 1h13 et là, j'avais dit que le podcast ne durait pas 1 heure. Je voulais pas qu'il dure 1 heure le podcast, mais voilà, je peux pas faire moins. Il faut pas de clavier, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de clavier. Une manette minimum, ça peut le faire. Vous venez en Discord en me disant je voudrais que tu m'apprennes, s'il te plaît, avec une manette. Minimum. Alors je dis oui. Là je dis ok, ça dépend quel avion, hein, mais à 320, je vous dis ok, tu viens, on fait un vol en commun partagé, je t'apprends comment faire pour voler, et comme ça c'est bien. Ou le PA28, ou voilà. PA28 et A320, PA28, A320 et A321 et A330, c'est ceux que je maîtrise. Après, les autres, j'ai pas tous les avions du jeu, voilà. Surtout ceux qui sont payants. Pour avoir il faut avoir un très bon PC, minimum une carte graphique GTX 970 ou RTX
590, 590 pour les Français. Et voilà, minimum. Il faut avoir un i5 8400 ou Ryzen 5 1500X, 16 Go de RAM minimum. Ça, c'est non négligeable. 8 Go, ça marchera pas, ça va ramer, ça va bugger, chargement trop long, ça va bugger. Charles de Gaulle, n'y pensez même pas, n'allez pas à Charles de Gaulle avec ça, 8 Go, ça va pas le faire. Vous allez à la pleine campagne avec un petit avion, peut-être que ça peut un peu le faire. J'ai essayé, au début je jouais avec 8 Go, impossible, j'arrivais pas, impossible. Puis et 500 Go de mémoire sur le disque. Le jeu, c'est le plus gros jeu, c'est le jeu qui prend le plus de place. C'est le jeu de simulation de vol le plus gros que je connaisse. Pas obligé d'avoir un joystick et un throttle. Un throttle, oula, j'ai écrit un throttle, pardon. Avoir un throttle. Pardon. Moi j'ai un joystick, j'ai un Rotastic 56 avec un throttle, joystick et throttle avec plein d'options. Enfin, c'est super génial. Le X56, pour ceux qui sont qui ont de l'argent, qui ont du budget, qui ont tout, qui ont 2 écrans, voilà, qui ont un bon PC, 2 écrans, qui s'y connaissent en aviation, qui ont déjà beaucoup d'heures de vol. Le X56, franchement, pour ceux qui sont vraiment habitués à l'aviation, ils savent voler sur des avions, et que vous avez de l'argent, faites-vous plaisir, il est vraiment bien. C'est de la bonne qualité, il est vraiment bien. Franchement, il y a même trop de boutons, j'ai des boutons qui sont pas paramétrés, que j'ai pas paramétrés tellement il y en a. En parlant des 2 écrans, il faut, c'est pour pouvoir mettre les différents modules d'extension, parce que comme je vous l'ai dit, ne jouez pas à Flight Simulator sans rien. Mettez des extensions, surtout celles qui sont des modes d'avion et des modes de passagers, qui simulent des passagers, de contrôle aérien surtout. Ça, c'est la base de l'aviation, c'est le contrôle aérien. C'est IVAO, c'est VATSIM, c'est pilote de ATC. Si vous avez envie d'écouter une voix Windows vous parler, c'est ATC chatter machin. Vous pouvez commencer, moi j'ai commencé sans contrôler voler sur IVAO. Et puis après, on m'a dit ouais, regarde, c'est IVAO, blablabla. Au début, je disais non, IVAO, je regardais des vidéos, je disais non, IVAO, pas pour moi. Moi, je suis pas encore assez à l'aise dans l'aviation. Je vais faire mes vols avec mon avion tranquillement. Et puis, j'ai commencé à faire mes vols. Je suis arrivée sur des serveurs Discord, on a discuté, blablabla. Et puis, voilà, eux, ils volaient sur IVAO, j'ai vu ça, ils faisaient tu pilotes bien, t'as fait des bonnes approches. Et j'ai commencé à être de plus en plus serein. Et c'est là que j'ai commencé à me créer un compte pour aller voir sur la carte, voir les avions. Il fallait créer un compte, du coup j'ai créé un compte et petit à petit, voilà, j'ai avancé dans IVAO. Et j'ai commencé à faire des vols, j'étais pas serein. J'ai appris la phraséologie, parce que la phraséologie c'est non négligeable. Apprenez la phraséologie, c'est simple. Puis après j'ai commencé à apprendre la phraséologie un peu en anglais, tout en commençant à voler, à contrôler. J'ai vu que j'aimais bien de piloter sur IVAO, je voyais des contrôleurs, mais le problème c'est que je dépendais des contrôleurs. Là où j'allais voler, les contrôleurs, les positions qui étaient contrôlées, allaient dépendre, mon vol allait dépendre de ça. Du coup je me suis dit, je vais proposer mes services au contrôle et ouvrir, par exemple, j'ouvre La Rochelle normalement, mais tous les mercredis, venez à La Rochelle, tous les mercredis après-midi. Les mercredis après-midi, La Rochelle, normalement, sera ouvert jusqu'à Noël. Je pense que je vais essayer de rouvrir beaucoup La Rochelle. Venez à La Rochelle. Tours. Et je vais essayer bientôt de passer à l'approche pour pouvoir couvrir un plus grand territoire et accueillir plus de monde. Donc, passez à La Rochelle, c'est un terrain magnifique. Vous prenez un VFR, vous faites des tours à l'île Dorée. Mais venez, prenez un avion, pas un gros avion parce que c'est pas un gros aéroport. Et prenez un avion, un A320, ça fera l'affaire. Vous faites un vol, venez. Il n'y a pas assez de monde qui vient à La Rochelle. Ça devrait être un aéroport beaucoup plus fréquenté. C'est un aéroport qui est fréquenté par des avions de ligne dans la vraie vie. Ça devrait être un aéroport beaucoup plus développé. Et vous, que pensez-vous qu'utilisez-vous comme simulateur de vol, voilà. Si vous voulez, vous êtes pilote,
sur simulator. Que utilisez-vous? P3D, X-Plane, FSX, pour les anciens qui utilisent encore. Moi j'ai volé sur FSX. FS 2020. Quels add-ons attendez-vous le plus? Moi je vous ai dit ce que j'attendais le plus. Et vous, qu'attendez-vous le plus? Et qu'avez-vous comme configuration pour y jouer? Si vous y jouez, qu'est-ce que vous avez comme configuration PC pour y jouer? Surtout à FS 2020, ça m'intéresse pas. À X-Plane, je sais qu'il n'y a pas besoin d'un PC super puissant à mort. Du coup, n'hésitez pas à y répondre via mon Instagram, titimi-du-bas officiel, et mon YouTube. Donc la troisième partie de cette vidéo, les jeux de simulation, voilà, avec entre autres, je vais vous dire, qu'est-ce que c'est un jeu de simulation? Un jeu de simulation, c'est un jeu qui simule quelque chose de la vraie vie, c'est-à-dire Bus Simulator, ça simule un conducteur de bus, FS 2020, ça simule un pilote, F1 2020 ou 2018, 2019, ça simule un pilote de F1. Euro Truck, ça simule un conducteur de train. FIFA, ça simule une équipe, un joueur de foot, et etc. Il y en a pas d'autres. Mais moi, je vais parler plus précisément de Bus Simulator 18, dont j'aime beaucoup, et Bus Simulator 21, mais voilà. On va pas faire un podcast de 5 heures. On va pas faire un podcast de 3 heures. Hein, c'est déjà 1h21 de podcast. 1 heure de podcast. J'avais dit que je voulais faire un podcast de 60 minutes, j'avais peur de pas le tenir. Ah bah c'est bon. Je vais parler de Bus Simulator 18. J'ai fait une série en fait dessus. J'ai fait une série sur la chaîne. Sur ma chaîne YouTube, voilà. Je parle de ma chaîne YouTube en même temps parce que je suis youtubeur. Hein. Je suis youtubeur du coup. Je peux pas m'empêcher. C'est pas mon premier podcast. Enfin, c'est mon premier podcast, mais je suis pas inconnu de tout le monde. Voilà. L'histoire de Bus Simulator, du coup, des jeux de simulation, c'est un jeu de conduite développé par Still Alive Studio et publié par Astragon. C'est comme tout à l'heure quand je disais le début, c'était FS Simulator, c'était produit par Bruce Hartwig, et il a demandé à Windows, à Microsoft, de le publier, de le distribuer, comme la maison d'édition, pour publier un livre, distribuer un livre. Avec, ça a été fait avec Unreal Engine 4. Unreal Engine 4, si vous ne connaissez pas, c'est le moteur de fabrication, c'est le logiciel avec lequel a été fait Fortnite, et c'est le logiciel de Epic Games, entre autres. Il a été sorti le 13 juin 2018. Ils avaient déjà sorti un Bus Simulator 16 en 2016 et ils ont sorti maintenant un Bus Simulator 21 en 2021. Il est sorti sur console peu après le PC en septembre 2019 sous le nom de Bus Simulator. Sans le 18, ils l'ont appelé Bus Simulator et ils n'avaient pas le même logo, voilà, comme FS 2020 qui est sorti sur console, sur Xbox. Voilà, c'est incroyable, je sais, c'est un jeu super gourmand, mais ils ont réussi à le faire sortir. Ne l'achetez pas sur console, c'est horrible, achetez pas. C'est pas un simulateur, les gars, achetez pas sur Xbox. Mon avis, c'est un très bon jeu. J'ai beaucoup joué, mais il est un peu long. Moi, les quêtes à la fin, les défis commencent à être longs et à être vraiment un peu pénible à un moment donné. Et surtout, j'ai appris ça à la triste déception, c'est qu'il faut acheter un DLC pour pouvoir explorer le reste de la map. Moi, je pensais que j'allais pouvoir découvrir toute la map et rester encore toute la map. Et là, je commence à faire les trucs et je découvre qu'en fait, là, il y a que la moitié que tu peux découvrir et l'autre moitié, tu peux pas la découvrir. Ça, c'est un peu décevant. J'espère que dans le 18, je crois que dans le 18, la map est beaucoup plus grande. Et ça, c'est bien. Parce que moi, je veux une grande map. Voilà, je veux pas rester tout petit dans un petit endroit. Le matériel, surtout, comme Bus Simulator, comme Flight Simulator, peut se jouer au clavier. Par contre, c'est du on-off, comme Flight Simulator. Ça va pas être très très réaliste, ça va être horrible. Vous jouez avec un on-off, le volant il fait on-off,
dans la vraie vie, c'est pas un off, c'est un volant. Mais ça, c'est beaucoup mieux avec une manette, comme Flight Simulator. Minimum une manette, c'est déjà beaucoup mieux parce que tu peux mieux être précis, beaucoup plus être précis. Ça peut se jouer avec le clavier, hein, beaucoup plus que Flight Simulator. Flight Simulator, non. Mais si vous avez vraiment rien et que vous avez pas d'argent, vous pouvez jouer au clavier. Mais voilà. C'est à vous de voir. Ne venez pas vous plaindre après que c'est mal fait ou mal réaliste. C'est juste que vous n'avez pas les moyens d'être réaliste, d'avoir un truc réaliste. Pour ceux qui veulent jouer avec un volant, on peut. C'est un jeu de simulation, heureusement. Et ça rajoute vraiment beaucoup d'expérience. Moi, je jouais à la manette et je suis passée au volant. Parce que voilà, j'aimais bien ce jeu, je suis passée au volant. Ça change tout. C'est beaucoup mieux. Avec des pédales et un volant, c'est encore plus réaliste. Voilà. La config minimum, comme FS 2020, un Core i3, bon c'est beaucoup moins gourmand que FS 2020, un Core i3, 16 Go RAM minimum, une GTX 750 ou un Ryzen 7 360, Windows 7, 8, 10, 64 bits, ou Windows 11, hein, mais je sais pas s'il est disponible sur Windows 11. Voilà. Et 6,5 Go de place sur le disque dur. Ça, c'est pas pareil que 50, c'est pas pareil que les 500 Go. Et le dernier petit sujet de ce podcast, c'est Fortnite. Voilà, Fortnite, qui l'histoire de Fortnite. Fortnite ça a été créé en 2011. D'abord, c'était ça s'appelait d'abord Sauver le monde, un jeu de stratégie et de défense à la base. Puis en 2017, il y a eu le début des premiers jeux Battle Royale. Et Fortnite s'est dit, on va créer notre Battle Royale à notre sauce. Ils ont créé leur Battle Royale. Il a attiré plus de 125 millions de joueurs en moins d'un an. C'est énorme. En 2019, il compte plus de 250 millions de joueurs. Mon avis, c'est que c'est un bon jeu. C'était un bon jeu. C'était l'époque. C'est vraiment le jeu que tous les gens entre 2005 et 2007, et même encore avant, entre 2000 et 2007, c'est la période où c'est à l'époque. Après, ça commence à devenir les 2010. J'en parlais après les 2010 un petit peu. Je sais qu'il y a des 2010 qui me regardent, ils me tapent, c'est sûr, mais faut assumer. Voilà, moi je dis faut assumer. Mais c'est un bon jeu, mais c'est devenu beaucoup trop dur et beaucoup trop complexe. Moi je dis faut avoir un bac plus 5 pour pouvoir comprendre le jeu. Et c'est vrai, faut avoir un bac plus 5 pour comprendre le jeu, franchement, ça me déçoit, mais il faut avoir un bac plus 5 pour comprendre le jeu. Franchement. C'est une expression, hein, ne prenez pas ça à la légère. Hein. Vous pouvez jouer. Moi, je n'y jouez plus parce que si vous êtes nul, vous allez pas prendre de plaisir. Moi, je pense aux gens qui débutent et qui sont pas forts, et ben ils vont pas prendre de plaisir à jouer au jeu, tu vois. C'est plus du tout adapté aux gens. Il y a beaucoup trop c'est un jeu tryhard, voilà. C'est un jeu tryhard pour ceux qui comprennent ce que je dis. Avant, c'était la bonne époque, comme je dis. Tout le monde était au même niveau. Voilà, ça c'est beaucoup. J'aime bien cette phrase, tout le monde est au même niveau. Était au même niveau. Maintenant, dans les moins forts, t'as les plus forts. Et c'est pas du tout pareil. Pour les moins forts, c'est pas drôle de jouer, vu qu'ils sont explosés par les plus forts. Et les plus forts, bah du coup, ils sont là, ils sont les rois du monde, ils sont trop forts, ah c'est nul, oh, regarde je suis trop fort, regarde, oh, j'ai réussi à faire 50 siècles. Et les plus forts, ils s'amusent à faire ils s'amusent pas à essayer de faire des top 1, ils essayent pas de faire des top 1, ils essayent de faire le plus de kills. Tellement ils savent que c'est facile, tellement c'est simple de faire pour eux les top 1, qu'ils essayent de faire des top 1. Les plus jeunes essaient de faire des top 1, les plus moins forts essayent de faire des top 1, mais les plus forts, ils essayent pas de faire des top 1, tellement c'est facile, ils essayent de faire de plus de kills. Tous les jeux, ma phrase de fin, c'est que tous les jeux ont un début et une fin, et pour Fortnite, c'est la fin. Mais Fortnite ne veulent pas, Fortnite ne veulent pas que ce soit la fin, quoi. Ils veulent pas que leur jeu soit la fin, ce soit pas la fin du jeu, quoi. Ils veulent pas que ce soit la fin du jeu. Du coup, ils essayent de faire durer le jeu, mais voilà, ils savent très bien qu'un jeu, c'est pas éternel. Il y a un moment d'apogée, il y a un moment d'épogée, je sais pas comment on dit.
Et aussi, il y a eu beaucoup de problèmes avec les plus jeunes qui y jouent. Fortnite, c'est un jeu de guerre. C'est un jeu qui est pas pour les 2010 à la base. Sauf que les 2010, ils arrivent et ils y jouent. Il y a eu de plus en plus de jeunes, très jeunes, qui y jouent. Et il y a eu des problèmes avec les 2010 et tout ça. Et voilà, il y a eu beaucoup de problèmes. Bon, on finit ce podcast sur une note qui n'a aucun rapport avec le thème général de ce podcast. J'espère que ce podcast vous aura plu. Moi, j'ai pris un plaisir. J'ai extrêmement apprécié réaliser le podcast. Du coup, j'espère que ce podcast vous aura plu. Moi, j'ai passé un excellent moment. J'espère que vous aussi, j'espère que vous êtes là, vous êtes posé dans votre lit, vous écoutez le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Music. Il est disponible dès maintenant, là, tout de suite. Vous le regardez. Il est disponible sur Deezer, Apple Music. Apple Music ne sera pas disponible tout de suite, il sera disponible en 2022, début 2022, d'ici le nouvel an. Voilà. Et sur Spotify, il sera disponible sur Spotify, Deezer, YouTube et Apple Podcast en fait. Apple Podcast. Et du coup, j'espère que ce podcast vous aura plu. Et si vous voulez un autre podcast, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour atteindre les 200 abonnés. Aux 250, il y aura un projet, mais pas aussi gros que cela. Aux 200 abonnés, je pense que je referai un nouveau podcast peut-être ou un autre truc. Si vous en voulez, vous abonnez à ma chaîne YouTube Titi Meet. Et nous, on se retrouve. Et si vous voulez répondre aux questions, c'est via mon Instagram ou la description de la vidéo YouTube. Et sur ce, j'espère que vous allez passer un bon podcast. Et sur ce, tchuss!